ben, c'est devenu une marotte là, pour moi, mais je veux dire, les paradis fiscaux ne constituent pas du tout un problème abstrait ou une sorte de point comme ça à l'ordre du jour parmi d'autres. C'est un enjeu fondamental. Euh, bon, les paradis fiscaux, c'est-à-dire ces États ça, un peu ultra permissifs, hein, les Bahamas, la Barbade, les Bermudes, le Luxembourg, Hong Kong, ainsi de suite, il y en a à peu près 80 dans le monde, permettent aux grandes entreprises et aux grands détenteurs de fortune de transférer artificiellement des actifs pour éviter de payer leurs dû. Bon, et donc, c'est une hémorragie, c'est une industrie. Il y a des milliards de dollars chaque année qui échappent au fisc. Il ne peut pas être imposé parce qu'officiellement, il est enregistré dans des comptes où le taux de pays où le taux d'imposition est nul ou quasi nul. Bon, ben à ce moment-là, il y a un coût pour les populations. Et on est responsable de ça. On en a au Québec beaucoup. Bien, je veux dire, c'est-à-dire qu'au Québec, il y a des détenteurs d'actifs qui transfèrent leurs avoirs à la Barbade pour éviter de payer des impôts au Québec, là, tout à fait. C'est comme partout. Nos États ont complètement lubrifié le système, quoi. Ils l'ont rendu possible, très souvent. Le Canada est à l'origine de la création des paradis fiscaux de la Caraïbe britannique, par exemple. Et donc, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que les paradis fiscaux sont à l'origine de problèmes qu'on a. Je veux dire, quand on attend un autobus 40 minutes à moins 30, c'est à cause des paradis fiscaux. Quand le système de santé est incapable de faire face à une crise sanitaire, c'est à cause des paradis fiscaux. Quand les artistes n'ont pas le droit à des fonds minimaux pour faire tourner un petit peu leur théâtre, c'est à cause des paradis fiscaux. À chaque fois qu'un responsable politique va dire on n'a pas d'argent pour ceci, on n'a pas d'argent pour cela, c'est parce que depuis 40 ans, plus, les États ont créé des échappatoires pour permettre aux grandes entreprises de transférer leurs actifs ailleurs, ce qui explique le manque à gagner dans le trésor public. C'est qu'à la fin des courses, c'est-à-dire à la fin de l'année, ben, l'État n'arrive pas à équilibrer son budget parce qu'il y a seulement 10% de l'assiette fiscale qui provient de l'entreprise. Et dans le 10%, il y a les PME qui sont beaucoup plus captives que les grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises paient à peu près pas d'impôts. Bon, très, très peu. Et puis ça a d'autres incidences. C'est que le capital qui reste, on l'impose moins pour qu'il reste, pour l'inciter à rester. Après ça, ben, il y a évidemment le service de la dette. C'est comme on n'arrive pas à équilibrer le budget, ben, c'est le monde à l'envers. On impose à des instances, on emprunte de l'argent avec intérêt à des instances qu'on n'impose plus. Donc, c'est le monde à l'envers, c'est les contribuables qui, au titre du service de la dette, versent des fonds aux grandes entreprises pour rembourser des emprunts qui ont été contractés parce que ces entreprises-là ne paient pas leur part d'impôt. Puis bon, après ça, il y a toutes sortes de coupures dans l'entretien des routes, dans les programmes d'accès au logement, dans l'université, dans le système de justice, dans le système de santé. On voit bien que ça craque de partout. Ouais. Bon, la question des problèmes des paradis fiscaux est centrale. Donc, vous avez un type, François Legault, qui a fait fortune dans le tourisme de masse, qui est une des filières responsables de la COVID, là. Bon, avec toute cette espèce de réseautage dont je parlais tout à l'heure, qui a converti le gouvernement du Québec dans les années 1990 comme ministre au capitalisme radical, hein, de la mondialisation, hein, qui lui-même est un milliardaire, et qui vient dire mais sans gêne, que ceux qui refusent de se faire vacciner par un truc dont on ne connaît pas encore la portée à long terme sont coupables du sous-financement du système de santé. C'est assez fronté quand même. Dans le domaine du cynisme, là, c'est une prouesse athlétique. Puis il n'y a eu aucune critique par rapport à ça. C'est ce qui m'hallucine le plus. On l'a très peu critiqué. Hein. Mais je pense qu'on retourne à cette espèce de censure là, qui est mi-consciente, mi-inconsciente, parce que là, si on se met... Bon, dire, moi, je me suis exercé à tenir ces discours-là, mais il faut se les mettre en bouche, il faut Ça lire demande un beaucoup. effort, une rigueur intellectuelle. Puis du temps aussi, il faut lire. Il faut en lire des livres pour à un moment donné avoir cette assurance-là, pour comprendre. Mais si vous vous lancez comme ça, puis vous dites tout autre chose que ce qu'on dit tout le temps, ben c'est sûr que la voix tremble. C'est sûr qu'on est mal assuré. Comme disait Noam Chomsky dans les médias, quand on nous donne 2 minutes, ça va 2 minutes pour dire ce qu'on dit tout le temps partout. Si vous redites tout simplement, si vous vous connectez à la ritournelle idéologique, vous avez assez de 2 minutes pour dire ce qui semble être des évidences parce qu'on le répète partout. Il faut assouplir les règles sociales, il faut libérer le capital, il faut créer de l'emploi, il faut être concurrentiel, il faut être compétitif sur le marché de l'emploi. C'est des marottes. Vous avez assez de 2 minutes pour dire ça. Mais si vous voulez dire le contraire, vous avez besoin de 2 heures. Vous avez besoin de tout démonter. Bon. Et évidemment, il faut aussi qu'un journaliste soit capable de se dire qu'il doit y avoir une caisse de résonance dans son média pour
faire entendre ce discours-là, sans avoir les bras croisés puis une sorte de air renfrogné pour dire « t'es qui toi » pour dire autre chose que ce qu'on entend tout le temps. Et donc ça suppose que les journalistes soient un petit peu intellectuels, qu'ils lisent des livres. Bon, ben ça c'est peut-être beaucoup leur demander, bon, pour certains d'entre eux en tous les cas.